Bonjour, bonsoir, téléspectateurs de Mandé TV. Heureuse de vous retrouver encore une fois pour un décryptage sur l'actualité sur le plateau d'entretien brut. Comme vous le savez, nous faisons un décryptage avec un invité, avec en chronique mon confrère Ibrahima Soulou, journaliste blogueur. Ibrahima, bonjour. Bonjour Fatima. Ça va? Ça va très bien. Comment allez-vous? Oui, ça va aussi. L'actualité, elle est un peu calme, bouillonnante. Qu'est-ce que vous observez? On voit que c'est le dialogue qui domine avec le livre de Chokel Kokala Meika, Le Mali, ma vie. Donc l'actualité côté grain, c'est un peu fourni, même si souvent c'est des actualités un peu stériles, parce que concrètement, on ne gagne rien. Donc, en tout cas, on verra tout ça. Téléspectateurs de Mandé TV, nous avons un invité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il s'agit de monsieur Moussa Ousmane Touré, journaliste de formation. Il est le président du réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour Fadima, bonjour Bouraïma. Bienvenue sur le plateau. Merci, merci. Pour faire ce décryptage avec nous, ça va? Vous êtes au taquet? Oui, ça va, je suis au taquet. Téléspectateurs de Mandé TV, comme vous le savez très bien, ce plateau Entretien Brut fait un décryptage national, régional, voire international, si c'est vraiment nécessaire. Nous avons des sujets, nous avons nos dossiers sous la main, comme on aime bien l'appeler, sur le plateau d'Entretien Brut. Il s'agit du premier dossier qu'on a sous la main le 3 mai dernier. Voilà, une date assez forte, assez symbolique pour la presse, les médias. Il s'agit de la date d'anniversaire ou de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. On ne pourrait pas faire passer cette date sans pour autant faire un constat, peut-être pas un bilan, mais un constat, comment ça se passe, quelle observation vous faites de la liberté de la presse au Mali, Monsieur Touré? Bon, moi, j'observe qu'au Mali, comme en Guinée, au Niger, au Burkina Faso, c'est-à-dire dans les 4 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont sous junte militaire, que la liberté de la presse est en recul. Les journalistes ne peuvent pas exercer librement leur noble métier et souvent ils sont même poursuivis, emprisonnés pour des faits de diffamation et même pour désinformation. Merci, oui. Et nous pensons également au niveau du réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière que la défense de la liberté de la presse incombe plus aux organisations professionnelles de la presse et à la société civile. Malheureusement, ces organisations-là, les organisations professionnelles et la société civile malienne, ne sont pas véritablement engagés pour la défense de la liberté de la presse. Alors, cette année, c'était la 31e édition quand même, pour préciser. Oui. Et nous avons un thème national qui n'est pas des moindres. Je pense que c'est en rapport avec justement le contexte qu'on traverse aujourd'hui. On a pour thème rôle et place de la presse dans la construction de la concorde nationale. Et ici, au passage, il faut rappeler que le président de la Maison de la Presse est un membre du comité de pilotage du dialogue intermalien. Peut-être c'est cela qui est un peu influencé ou pas? Bon, on peut le dire ainsi, hein, parce qu'il est aussi le président de la commission presse et culture, tout ça, du dialogue intermalien. Comme vous l'avez dit, le Mali a célébré comme chaque année cette journée mondiale de la liberté de la presse. Constat au Mali, c'est qu'on peut regretter quand on voit le classement de RSF, Reporters sans frontières, qui dégringole le Mali d'une place par rapport à l'année 2023. Donc c'est regrettable, mais c'est quand même, on peut dire, hein, ça reflète
le terrain, ce qui se passe sur le terrain, avec des journalistes ou des professionnels des médias relégués au second plan par rapport aux vidéomans, aux web activistes. C'est quand même un constat qu'on peut, c'est amer, mais c'est vraiment la triste réalité du terrain. Et au Mali, on sait que les Maliens n'ont pas fait la distinction entre la liberté de la presse, la démocratie et tout ce qui va avec, parce que la liberté de la presse, comme l'a dit M. Touré, c'est quand même l'un des indicateurs qui prouve que et peut-être même la libre expression. La liberté d'expression, ça va de soi en fait, c'est deux choses qui vont de pair. Quand vous regardez dans un pays où on restreint, où on rétrécit la liberté de la presse, vous allez trouver que dans ces mêmes pays, la liberté d'expression est aussi rétrécie. Donc aujourd'hui, quand souvent c'est malheureux de le constater, mais quand certains disent oui c'est bien fait, oui il faut défendre le pays, il faut ceci, il faut cela, mais les gens ne savent pas que la presse joue un grand rôle pour le développement d'un pays, parce que comme vous le dites, comme les gens le savent, on le dit, il y a des brebis galeuses dans toutes les corporations, et quand la presse elle est libre, elle peut détecter ces brebis galeuses là au profit de la société. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se baser sur l'éthique et la déontologie, par exemple, par rapport à tout ça? Bon, l'éthique et la déontologie, ça c'est dans la pratique journalistique. Oui. Et quand c'est quand l'espace liberté de la presse est préservé, est protégé. Quand tant qu'il n'y a pas cet espace qui est là, sans protection, le journaliste ne peut pas faire valoir ses droits éthique et déontologie, parce que éthique et déontologie c'est personnel, ce n'est pas c'est personnel, c'est le journaliste qui l'applique, et la liberté de la presse, ça c'est les autorités, c'est le pouvoir public qui le protège et les journalistes le défendent. Vous voyez, donc peut-être il y a une nuance, mais sans la liberté de la presse, l'éthique et la déontologie qu'on va parler n'aura, parce qu'un journaliste qui craint pour sa vie, qui se sent menacé, ne peut pas appliquer l'éthique et la déontologie, parce que l'éthique et la déontologie voudraient que moi, vraiment solo journaliste de mon état, de quitter mon fauteuil confortable pour aller fouiner dans les dépenses publiques, dans tel secteur, qu'est-ce qui était prévu, quel est l'argent qui a été prévu, quel argent a été dépensé, combien a été détourné. Si moi, journaliste, ne peux pas le faire, ce qui veut dire que la liberté d'expression, ce côté-là est défectueux. Et si ce côté est défectueux, donc moi, du fait que j'ai peur de le faire, donc je vais avoir un manquement à l'éthique et à la déontologie, parce que quand même, c'est le quatrième pouvoir, comme on le dit. On aime le dire que la presse est le quatrième pouvoir. Dans les pays sérieux, c'est comme ça on l'a dit. Donc, en tant que quatrième pouvoir, normalement, je dois m'autoriser à dire, voilà le public, vous Maliens, vous êtes les contributeurs, les contribuables de ce pays. Donc, voilà, vous devez savoir ce qu'on vous réclame, ce qu'on vous réclame comme dû. Voilà, vous devez savoir ce qu'on en fait avec. Bon, vos droits, en fait. Voilà, ce qu'on en fait avec. D'accord. Si moi je mets 1 franc et je sais qu'avec mon 1 franc qu'on a construit une route, avec mon 1 franc qu'on a construit une école, avec mon 1 franc là qu'on a construit un hôpital, là, les citoyens ne seront pas, on ne va plus les obliger à payer ces 1 franc là, ou on ne va plus les pourchasser à le faire, mais ils vont le faire en sachant que ça contribue fortement au développement du pays. Et c'est la presse qui joue ce rôle de veille, de sentinelle, en quelque sorte, de sentinelle pour contrôler. Sinon, si les autorités qui ont tous les pouvoirs légalement octroyés par nos institutions ne sont pas contrôlés parce que c'est pourquoi certains, par méconnaissance, pensent que la presse est contre eux, parce que ils voient que la presse a trop de pouvoir, alors que ces pouvoirs-là est donné à la presse par la société, par le public, qui donne le même pouvoir à l'exécutif.
Pour pouvoir passer les informations exactement. assez vraies, véridiques. Mais tout ce que vous venez de souligner tout de suite, il est clair que ce qui ressort, c'est surtout l'accès à l'information. Qu'est-ce que vous en pensez, Touré? L'accès à l'information déjà par un journaliste, peut-être par un simple citoyen au niveau du Mali pour pouvoir avoir une liberté totale d'expression et de la presse même. Avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir en disant que les rapports que Bouraïma faisait allusion de RSF disait également que la protection de la liberté de la presse est également violée par les pouvoirs publics. C'est là qui devrait être les garants. C'est eux qui sont malheureusement à l'origine de sa violation. Donc maintenant, pour revenir à votre question, l'accès à l'information au Mali est très difficile. D'ailleurs, il n'existe même pas une loi, contrairement au Burkina. Au Burkina, il y a au moins un texte, une loi qui avait été adoptée relative à l'accès à l'information. Au Mali, les organisations professionnelles, je ne suis pas contre eux, la société civile, sont malheureusement peu engagés, ne se sont pas véritablement engagés pour que les pays se dotent d'une loi relative à l'accès à l'information. Aujourd'hui, il y a des textes. Laissez, quand vous partez dans un ministère, vous vous présentez comme journaliste et vous leur dites que vous aurez besoin de la loi des finances ou des informations relatives au budget de l'État ou à la loi d'orientation militaire ou de la justice. Ils ne vont pas vous les donner. Ils vont vous parler des secrets, de confidentialité, que c'est des documents confidentiels, que tout le monde n'a pas accès, alors que ce n'est pas vrai. Par contre, le Mali a eu à adopter une loi relative aux documents confidentiels. Je pense que c'est en 2000, si ma mémoire est bonne, 2014. Ces textes-là disent que tout citoyen doit accéder à ces documents. Mais jusqu'à ces jours-là, malheureusement, l'accès de ces documents reste compliqué, reste très très difficile. Ça prouve à suffisance que le métier de journaliste, le métier d'homme, femme de presse reste assez complexe. On espère qu'on va pouvoir regagner. C'est un point qu'on a perdu cette année. Oui, mais c'est un point, c'est pas réjouissant, même si on était 113e, cette année on est 114e, donc ce n'est pas... Ça craint. Ça craint, ce n'est pas, même si on gagnait 10 places, je crois que sur 118 ou combien de pays, et si on est 114e, ce n'est pas réjouissant pour notre pays. Mais je crois que, comme vous l'avez dit, nous osons espérer que ça ne va pas durer dans cet état et que les journalistes retrouveront la plénitude de leurs fonctions, de leur métier sous peu. Merci beaucoup. Nous allons avancer avec un autre dossier. Ce dossier, on pense qu'on va le réchauffer peut-être dans les mois qui vont venir. On verra très bien parce que c'est notre métier de tous les jours. On verra bien. Ensuite, nous avons comme deuxième dossier le dialogue intermalien qui est en cours, la phase nationale qui a commencé au Centre international de conférence de Bamako. Après avoir fait son tour un petit peu communal avec, je crois bien, c'est 723 communes qui ont été concernées. Et là, pour aujourd'hui, le dialogue, il est en cours, mais nous allons nous arrêter sur le discours du président Assimi Goïta. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours d'ouverture, Touré? Bon, moi, j'ai pas retenu grand-chose dans son discours. La seule chose que j'ai retenue dans son discours, il demande plus d'unité, plus de solidarité pour vaincre l'adversité, pour engager la bataille pour le développement. C'est tout ce que j'ai retenu. Et il dit pour ce combat-là, il faut que les Maliens comptent sur eux-mêmes, mais pas sur l'extérieur. Alors qu'on sait que nous sommes un pays très très pauvre. On ne peut pas s'isoler du reste du monde quand même.
Et voilà, c'est ce que j'ai retenu. Bon, on verra dans les mois à venir ou dans les mois à venir ce que les conclusions vont servir, parce qu'on sait que nous sommes un pays où chaque fois on organise des forats, les conclusions. Les Maliens font de très bonnes recommandations, de très bonnes résolutions, proposent de très belles recommandations, mais qui ne sont pas souvent appliquées pour des raisons que nous ignorons, pour des raisons de temps. Mais le temps nous le dira. Bourama Solo, je veux venir vers vous. Vous avez trouvé comme pas mal de Maliens, hein, ça a été clair, hein, tout de suite après le discours, déjà les 12 heures, 24 heures qui suivent ce discours, beaucoup disent que ça a été un discours rassembleur, un discours assez court quand même aussi, et un discours apaisant. Bon, discours apaisant, c'est normal parce que c'est le contexte qui l'oblige. Quand on appelle les gens à se dialoguer, bon, on a l'impression quand même que des gens qui sont toujours d'accord, qui se sont retrouvés. Le dialogue, normalement, son but ultime était quand même, on en a parlé ici la semaine dernière, je crois, son but ultime était de voir des camps opposés, des positions opposées, à les concilier pour avoir un Mali uni, pacifié et sécurisé. Mais aujourd'hui, quand on regarde ceux qui sont au CICB, sans vouloir réduire l'importance, la substance, quand même on se rend compte que c'est des amis de grains qui sont là-bas pour causer pendant une semaine, et n'empêche que ces amis, souvent, même dans nos grains autour du thé, on s'engueule, on s'insulte, on fait des trucs. C'est la même chose. Moi, j'ai l'impression. Pour vous, c'est la même chose, quoi. Moi, ça n'a rien changé. J'ai l'impression que c'est ça. Mais malgré ça, le président, il est dans son rôle d'appeler au rassemblement, à la cohésion, à la solidarité et tout ça. Mais ce qui a entaché, moi, à mon humble avis, à ce dialogue, c'est vraiment la sortie du livre de Dr Choguel Kokala Maïga. On n'a pas prévu de le parler, mais quand même, c'est l'actualité. Au moment où les Maliens sont appelés à se dire des vérités ou à laisser des rancunes pour parler du Mali, pour se pardonner, pour aller au-delà de soi pour le Mali, un livre qui sort, qui divise les Maliens, c'est vraiment regrettable. Et moi, c'est des interrogations qui me taraudent l'esprit. Comment des services spéciaux peuvent laisser passer ce genre de choses, sachant que l'événement qui réunit, qui occupe les Maliens, c'est d'une importance capitale pour la vie de la nation. Et quand aujourd'hui ce livre vient déchirer cet espoir aux Maliens, parce que quand on regarde les réactions autour de ces livres, c'est vraiment pas le moment, au moment où les Maliens sont entre guillemets appelés pour se réconcilier, et un livre qui vient, qui les divise. Donc c'est le bémol de ce dialogue, mais n'empêche que l'objectif reste le même, comme vous l'avez dit, que ce soit dans les phases communales ou régionales. La phase nationale, c'est quand même son but ultime, c'est de consolider les recommandations issues de ces deux phases précédentes pour avoir un document, un rapport final présentable au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qu'on espère bien qu'il va mettre encore une autre commission comme avec les ANR pour les appliquer au cas par cas. Mais quand même, moi, il a bien parlé de tout ça, mais quand même, c'est regrettable aujourd'hui de réunir encore sur des choses qu'on connaissait déjà, parce que il y a eu l'autre jour, j'ai écouté les présidents des commissions, et chaque président, commission défense, sécurité, commission géopolitique, environnement international, commission politique, institution, tous ces présidents, je les ai écoutés. J'ai l'impression que les Maliens sont, la plupart des cas, dans ce débat, font hors sujet. Ils sont obligés même de créer une autre rubrique qu'ils appellent autre.
C'est-à-dire que les thématiques, parce qu'on en avait parlé l'autre jour, pour moi, les thématiques proposées aux Maliens lambda, ces thématiques, c'est vraiment pour, entre guillemets, comme ça se passe aux États-Unis, pour les grands électeurs. Donc, pour vraiment des sages. Ces thématiques, c'est pour les sages. Les grands commis de l'État, qui soient en mission, en activité ou à la retraite, c'est eux qui devaient statuer sur ces thématiques-là. C'est pourquoi quand les Maliens lambda qui sont venus, ils ont beaucoup parlé de la prorogation de la transition, ils ont beaucoup parlé d'élever les 5 colonels au rang de généraux ou de maréchal, que de parler profondément de ce qu'on leur propose. Donc les commissions ont dit, et ils étaient obligés de mettre autre. Voilà, mais vous allez trouver malgré tout ça que y a quand même des gens qui vont venir pour ça, mais pour les thématiques avec des bonnes propositions, on ne peut pas leur faire passer pour des néants. Ça existe, mais quand même la majorité des Maliens étaient venus pour, même aujourd'hui au CGB, quand vous partez, vous allez trouver que quand vous sondez sur 100, vous allez trouver que 70 étaient là seulement pour, ou sont là seulement pour dire oui, on est là pour la prolongation de la transition. C'est le débat qui a été par-dessus tout, qui Exactement. a dominé vraiment et tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec, parce que dans le discours, pour rester dans le discours du président Assimi, c'est vrai que ça a été vu comme un discours d'apaisement, rassembleur et tout. Il a quand même dit que ce discours était entièrement inclusif. Et aussi, au passage, bien voir que ce discours était en bambara. Par contre, ce passage, il l'a fait en français en disant que la paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. Oui, le coût, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, au moment où les Maliens n'ont pas d'électricité, on a préféré mettre de l'argent dans l'organisation de ce dialogue. C'est une parade pour dire que patienter encore. Voilà. Touré, par contre, vous pensez quoi de tout ça? La paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. Bon, oui, comme l'a dit, actuellement, les Maliens sont dans toutes les difficultés. Hein. Il y a la crise énergétique qui est là, il y a la crise financière, économique, il y a les chômages. Et les Maliens souffrent de beaucoup de choses, mais c'est regrettable quand même que des milliards soient injectés dans l'organisation d'assises qui vont reprendre les recommandations déjà faites lors des assises de la refondation nationale du dialogue national inclusif de 2019. Moi, j'ai vu que c'est les mêmes recommandations qui partent et reviennent. Il n'y a pas grand changement malheureusement et c'est regrettable que l'argent des Maliens soit injecté pour de telles choses. Et c'est ça le coût. Vous pensez que par rapport à... bon, on aura des recommandations, mais est-ce que vous pensez que le fait qu'une bonne partie de la classe politique n'était pas vraiment présent à ce dialogue va être, on pourra dire, un couac dans l'avenir? Bon, c'est ça que je disais, parce que c'est pourquoi j'ai parlé des grains. La plupart, que ce soit les grands partis politiques qu'on connaît ici au Mali, que ce soit les séparatistes, entre guillemets, les membres de SEMA qui ont créé aujourd'hui CSDPA, c'est un autre cadre qu'ils ont créé et qui a dissous même la SEMA parce que c'est le cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, qu'ils appellent comme ça, qui est là. Donc ces gens n'ont pas participé à ce dialogue. Donc normalement on devait faire, même si les pourparlers entre ces gens et côté Mali, même s'ils sont en force, enfin en position de faiblesse, même si ça prenait, les pourparlers entre les deux côtés prenaient 2 ans de cela, c'est pour le Mali, pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y avait possibilité de dialoguer avec ces gens? C'est aussi ça. Oui, il y avait possibilité de dialoguer avec eux. Ils étaient en posture parce que très souvent on a parlé de Amadou Koufa, Liag. Est-ce qu'aujourd'hui ils étaient en non, c'est pas Amadou Koufa et Liag, parce qu'ils sont dans une autre dimension. Moi, je veux dire entre autres quoi. Voilà. Et Koufa et autres, pour eux c'est religieux. Parce que ça c'est une autre dimension. Même si ça a quand même ça a un rapport avec la sécurité. Mais moi, ce que je parle, c'est politique. Parce que la crise qu'on connaît, même l'insécurité religieuse qui est venue s'agripper à la crise politique, c'est la crise politique qui a créé ça. Et c'est la SEMA, le MNLA en son temps,
par la suite SEMA qui est à l'origine de ça. Donc aujourd'hui, si ces gens ont fui Kidal, se retrouvent peut-être dans la nature, on ne sait même pas, peut-être on peut estimer, supposer qu'ils sont en Algérie ou en Mauritanie et qu'ils sont quand même dans la nature. Si on cherchait à les rencontrer pour qu'on dise de bonne foi, vous êtes Maliens, nous sommes Maliens, retrouvons-nous autour de Mali. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas essayé, mais les convaincre, le temps qu'il faut, prendre 2 ans, 3 ans qu'il faut, ça ne peut pas arrêter l'État de continuer ces trucs. Donc, l'État est en position de force aujourd'hui. Donc, à l'issue de cela, si on organisait ces dialogues avec l'ensemble des communautés, l'ensemble des Maliens, je crois que même les partis politiques allaient participer. Si la CMA et autres là participaient, je crois qu'aucun parti politique aujourd'hui allait dire qu'il n'allait pas participer. Donc, pour moi, il n'y a pas eu un travail au préalable qui a été fait pour que ces dialogues soient inclusifs et totalement national, approprié par les Maliens. Et on a, comme j'ai dit, on a l'impression que c'est des causeries qu'ils ont organisées à l'image des ANR. Vous voyez, quand Ibeka a organisé la conférence d'entente nationale en 2017, les partis politiques d'opposition n'ont pas participé. Quand il a dit, donc vous n'avez pas participé à la conférence, je vais organiser le dialogue national inclusif. Les partis politiques d'opposition n'ont pas participé. Également. Et quand il y a eu coup d'État en 2020, quand les militaires sont venus, quand ils ont organisé les journées nationales de concertation, vous avez vu qu'il y a eu des absents. Donc au Mali, ça finit pas. Mais pour ce dialogue, quand on voit que vraiment les têtes de proue des partis politiques absents ou absentes à ce dialogue, moi je crois que c'est vraiment le côté négatif de ce dialogue. Mais comme c'est leur chose, comme on dit dans les rues de Bamako, il peut faire ce qu'il en veut. En tout cas, est-ce qu'on peut dire que ça aussi c'est une note assez négative ou bien sans effet? Par exemple, le refus de recevoir le comité de pilotage par l'ancien président de la République, l'excellence Monsieur Alpha Omar Konaré, et aussi plus récemment avec Monsieur Badaou. On peut dire que c'est une note négative ou bien sans effet par rapport à ce qui se passe? Pour moi, c'est vraiment une note négative dans l'organisation du dialogue intermalien. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir les raisons pour lesquelles Alpha Omar, l'ancien président de la République, Alpha Omar Konaré, et l'ancien président Bandaou ont refusé de participer. Mais tout ce que je sais pour les cas de Bandaou... De recevoir le comité. Voilà, de recevoir, je vais dire tout à fait, les comités. Donc, ils refusent de participer parce qu'ils n'ont pas participé aussi. Exact, ils n'ont pas participé. Mais pour ce qui est du cas de Bandaou, j'ai encore souvenance que en mai 2021, Assimi et ses autres collègues ont dit qu'ils ont déposé Bandaou parce qu'ils complotaient contre les intérêts du Mali. Et puis qu'ils ne voulaient pas que les anciens dignitaires du régime d'Ibeka soient en prison. Alors qu'à l'époque, Bandaou pensait que, il faut, pour que ces gens-là soient emprisonnés, il faut que l'Assemblée soit là. Alors que, à leur arrivée, dans leur charte, ils ont dissous l'Assemblée. Ils disent que l'Assemblée n'existe pas. C'est Ibeka qui a dissous. Voilà, c'est Ibeka, je vais dire, avant leur arrivée. Mais dans leur charte, dans la charte de transition, ils disent que c'est les synthés qui va remplacer l'Assemblée nationale. Et malheureusement, dans les textes-là, les pouvoirs de poursuivre les anciens présidents et ministres n'est pas donné au synthé. Donc Bandaou a montré ces côtés-là, mais malgré, ils l'ont déposé et pas mal de choses ont été dites sur Bandaou. Et je me dis que peut-être Bandaou, en recevant le président du comité, les membres, leur a dit qu'il faudra qu'ils soient blanchis pour y participer. Et Ousmane Youssoufi et les membres ne pouvaient pas quand même blanchir en si peu de temps Bandaou pour qu'il participe. Mais pour Alpha, Alpha a eu à dire quand il quittait le pouvoir que le Malien aura la nostalgie de sa voix. Je pense qu'il dit qu'il ne peut le rappeler. Ouais. Peut-être qu'il a respecté ça. Voilà, il a respecté cela. Et depuis
il y a eu beaucoup d'événements auxquels il n'a pas voulu participer. Les seuls événements où il a pris part, je pense que c'est le décès d'Alpha ATT. Lors des obsèques du président Fé Amadou Toumani Touré, il a eu à participer. À part ça, et là, il n'avait pas le choix parce que c'était un événement quand même qui a été très médiatisé. Hein, c'est clair et tout. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir... Pour Ibeka aussi, ça a été médiatisé, mais malheureusement, il n'a pas participé. Ce qu'il faut aussi comprendre pour ce dialogue quand même, ce dialogue était aussi l'espace... Enfin, je ne me fais pas l'avocat du comité de dialogue, mais... Par rapport à Badaw, parce que vous avez dit que Badaw, oui, bon, il avait peut-être envie d'être blanchi par rapport à une situation. Mais ça aussi, ce dialogue, est-ce que c'était pas aussi... En tout cas, c'est le discours qui a été dit, hein, d'entendre tous les Maliens, que tous les Maliens puissent s'exprimer, venir dire leur vérité sur place, et puis on en discute, et tout ça. C'est quand même le discours qui a été dit au début. Des choses. Moi, je suis pas, en tout cas, je ne suis pas surpris du fait que l'ancien président Alpha Omar Konaré n'a pas participé ou n'a pas voulu recevoir le comité, parce que c'est quand même, depuis fort longtemps, les Maliens, même la presse réclame quand même qu'il en tant qu'ancien président du pays, qu'il doit donner des pistes de solutions, qu'il doit parler pour le pays, mais le président, l'ancien président s'est miré, il ne parle pas. Il ne dans parle un silence. Voilà, il ne parle pas aux médias, il ne parle pas en public. Donc je crois que, comme il a dit, il a tenu parole. Vous aurez la nostalgie de ma voix. Donc les Maliens ont aujourd'hui la nostalgie de sa voix. Le discours qu'il a tenu à Bouaké, quand il y a eu la conférence nationale pour la paix en Côte d'Ivoire, les Maliens veulent entendre ce genre de discours au Mali, mais malheureusement le président Konaré ne veut pas se montrer de ça, parce que les Maliens aussi l'ont attribué tous les noms d'oiseaux parce qu'ils ont dit que c'est lui qui a détruit l'armée, c'est lui qui a. Donc on l'a tellement fait porter des chapeaux que peut-être moi je le comprends. Et pour le cas du Bandao, je crois que on peut pas être diable et vouloir qu'il soit ange en même temps. Donc pour lui aussi, moi je le comprends, parce qu'on l'a endiablé, il était diabolisé, on l'a dit de tous les noms ici, pro-français, il voulait faire ceci, il voulait faire cela. On l'a tout dit. Et c'est ces gars qui doivent parler pour amener le dialogue ou bien la paix au Mali, alors que vous avez dit qu'il est le problème. Je crois que c'est pourquoi j'ai dit que ce sont des mauvaises approches, en fait. Il y a des approches, en tant qu'il suffit, le Premier ministre, le président du comité, en tant que président, il y a des démarches au préalable qu'il devait entreprendre. Bien avant le début des... Que ce soit avec les partis politiques ou avec les mouvements rebelles, il devait y avoir des initiatives, même si ça devait être privé, sans médiatiser, il devait y avoir. J'ai pas dit, je ne sais, comme il a dit, je ne suis pas dans le secret du diable pour savoir s'ils avaient tenté ou pas, même si ça n'a pas marché. C'est leur rôle de faire marcher ça. C'est pourquoi le président de la transition leur a confié cette mission. C'est leur rôle, c'est leur travail. Donc s'ils n'ont pas arrivé à le faire, donc c'est un échec. C'est comme vous l'avez dit, c'est une note négative de ce dialogue, et c'est dommage pour ça. Merci beaucoup. Ce dialogue, on va le regarder de très près et on attend vivement les recommandations qui vont sortir et voir surtout comment ils vont être appliqués pour un retour de la paix et de la réconciliation au Mali. Alors, pour nos dossiers nationaux, nous avons bouclé, nous avons un dossier de la région, il s'agit du Sénégal. Le 7 mai dernier, nous avons vu le président Diomaye Faye, le nouveau président fraîchement arrivé à la tête du pays, faire un voyage en Côte d'Ivoire pour aller voir le président Alassane Dramane Ouattara. La question qu'on se pose, qu'on peut se demander, pourquoi la Côte d'Ivoire tout de suite? Pourquoi pas le Burkina en premier, ou le Mali ou le Sénégal? Touré, quelle lecture vous pouvez faire moi, je pense que ce n'est pas la première visite, la première sortie
hors du territoire sénégalais du nouveau président sénégalais. Je pense qu'il a été d'abord en Mauritanie, en Guinée-Bissau, et je pense que l'étape de la Côte d'Ivoire est la 3e étape. Et c'est l'étape, je pense que la 2e étape de la sous-région, hein, parce que la Mauritanie fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Donc je me dis que, bon, c'est pour peut-être mieux comprendre la situation politique, la situation des crises dans ces pays. On sait que, bon, Côte d'Ivoire ne s'entend pas bien avec ses voisins pour ses positions. Pour ses prises de position lors de certaines décisions de la CEDEAO. On sait que les coups d'État qui ont eu lieu au Mali, au Niger, au Burkina ont été condamnés par la CEDEAO qui à l'époque voulait même envoyer une force anti-coup d'État pour mettre fin à ces désordres-là et Alassane avait appuyé. Donc je me dis que les présidents faillent, c'est pour mieux comprendre la situation avant de prendre position. Oh, merci beaucoup. Solo? Bon, moi je crois que, comme on dit, comme le dit un dicton, hein, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, c'est en démocratie, ils sont démocrates. Donc, il a commencé par les alternances, les pays voisins, entre guillemets, démocratiques, la Mauritanie, Guinée-Bissau, comme il a dit, et aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Peut-être quand il aura fini le tour avec les présidents démocratiquement élus, il viendra chez nous. Ça, bon, je crois qu'il n'y a pas aussi de dossiers chauds entre le Mali et le Sénégal qui nécessitent sa venue tout de suite sur le sol malien. Et sa sortie, parce que Alassane Ouattara, quand même, c'est le doyen, c'est l'un des doyens de la CEDEAO. Et il a 3 mandats à son actif, il a de l'expérience. Diomaye Faye peut être son fils, hein, n'eût été le protocole de fonction qui l'oblige à être des collègues ou des homologues. Diomaye peut être son fils. Donc il y a tout ça, il a beaucoup de choses à appuyer d'Alassane Dramane Ouattara, qui peut, bon, en tant que président, parce que quand il va avec sa délégation en Côte d'Ivoire, c'est pour apprendre, mais partager, signer des contrats ou dire, parce qu'il y a quand même des contrats qui existent, à rassurer l'un à l'autre que voilà, le truc que j'ai signé avec ton prédécesseur, moi je continue dans la voie si tu veux bien. Le gars peut dire oui, je veux bien, parce que il faut quand même savoir que Diomaye Faye est en train de tout chambouler au Sénégal depuis son arrivée au pouvoir. Il est en train de revoir certains contrats, il est en train d'imprimer sa marque présidentielle conformément aux idéaux du parti PASTEF, son parti. Donc je crois que il ne peut pas... quand on attend certains commentateurs, certains internautes, on a l'impression que il est en train d'aller voir des complices, parce que certains disent Sénégal c'est France, Côte d'Ivoire c'est France, tout. Alors que moi je ne vois pas de cet œil-là sa visite. Moi je crois qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il a été en Guinée, pays voisin, il a été en Mauritanie, pays voisin aussi. Donc je crois qu'avec tout ça, toutes ces visites-là, il va avoir de quoi consolider sa prise de fonction, et pourquoi pas projeter le Sénégal dans le giron, dans le concert des nations, comme l'a légué son prédécesseur Macky Sall. Merci Soulon, c'est bien vu tout ça aussi. Il y a beaucoup qui se posent des questions. Est-ce que ce n'est pas déjà aller parler avec le vieux pour avoir un discours d'apaisement, ensuite venir voir les pays de l'AES? Il se pourrait, parce que, comme l'a dit Bourema, Alassane, vraiment, c'est un vieux, hein, peut-être même un père. Et puis les douilles, hein, c'est quelqu'un aussi qui a eu à gravier pas mal d'échelons pour être président. Il a animé, il était opposant, tout ça là.
Donc il se pourrait que c'est pour également avoir Alassane, engager Alassane dans un processus de négociation avec les voisins en proie à toutes sortes de difficultés. Parce qu'aujourd'hui, les vœux de tout démocrate, c'est vraiment le retour à l'ordre constitutionnel, c'est la stabilité de la sous-région. Ça, c'est les vœux de tout démocrate. Solo, par rapport à ça? Bon, moi je ne crois pas qu'Alassane est en conflit avec les pays de l'AES. Chez les internautes, quand on entend sinon Alassane, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État et les hommes d'État ne voient pas ce que nous on voit. Et ils voient loin, très loin, qu'on les imagine. Donc sinon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui devaient se terminer s'il était comme certains de nos dirigeants, ça allait terminer en conflit. Mais il a tout fait pour garder sang-froid et montrer ses expériences en la matière. Donc moi je ne crois pas qu'Alassane soit en conflit avec le Burkina ou avec le Mali ou avec le Niger. Je le vois un président qui est soucieux que au-delà des bons voisinages, que l'espace CEDEAO soit un espace sécurisé, parce que c'est un économiste. Il sait que sans la sécurité, il n'y a pas le développement. Donc pour qu'il y ait un développement dans la sous-région, si, comme le dit quelqu'un, si vous Fatima, vous êtes riche, bien barricadé chez vous et que tous vos voisins sont pauvres, vous croyez que vous êtes en sécurité. Non, vous n'êtes pas en sécurité. Quand il y a quelque chose, vous êtes la première victime de ces gens. Donc, lui, il sait ça. Donc, je crois qu'il est dans ce souci parce que pour le développement, pour le retour au développement, la sécurité, nous, on se dit, oui, nos militaires peuvent le faire, mais c'est quand même l'ordre constitutionnel que les gens voient. Donc, même si Assimi, moi, c'est pourquoi je dis, si Assimi qu'on veut qu'Assimi soit président, qu'il reste président, qu'il déshabille, qu'il se porte candidat, qu'il organise une élection et que les Maliens le plébiscitent à 100%, qu'il soit président démocratiquement reconnu, là, il peut faire tout ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Donc, Ibrahim Traoré, pareil. Si les Burkinabés l'aiment, qu'il se déshabille, qu'il se mette en politique et que les Burkinabés le portent à la présidence. Tchani, pareil. Donc, moi, je ne vois pas ça comme un problème. Les Maliens vous aiment, les Maliens vous disent, continuez, vous avez ça comme ça, mais dans les règles, dans le fonctionnement du pouvoir, les règles dans notre espace communautaire que nous sommes. Parce que le monde, c'est comme il a dit, c'est un gros village, c'est un village planétaire. Donc on ne peut pas être en autarcie. Merci beaucoup, Soulo, pour cette approche-là. On aurait pu avoir un deuxième dossier régional au niveau du Tchad, mais pour l'instant, on est en train d'observer ça de très près par rapport aux élections qui sont en train de se passer. Ils sont en plein dépouillement. On verra ça sûrement pour notre plateau prochain. Alors, les sujets, nos dossiers sont pour l'instant bouclés. Nous avons notre invité, je rappelle ici, il s'agit de Moussa Ousmane Touré. Il est le président du réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Merci d'être avec nous pour toujours faire ce décryptage. Merci. Nous sommes rendus compte et nous avons l'info et la confirmation par vous que votre réseau a saisi la section des comptes de la Cour suprême du bureau du vérificateur général relative aux avantages, indemnités et autres perçus ou en cours de perception ou bien de légalisation par le CNT. On s'y perd. Monsieur Touré. Effectivement. Pourquoi vous avez saisi? Merci pour cette question. D'abord, n'oubliez pas que nous sommes un réseau regroupant que des associations dédiées à la lutte contre la corruption. Des associations qui ont décidé de combattre la corruption sous toutes ses formes. Donc, quand nous avons eu à parcourir l'arrêt de la Cour constitutionnelle, parce que vous n'êtes pas sans savoir que peu de Maliens ignoraient que les membres du CNT touché depuis 2020 des indemnités de séjour, peu de Maliens. Donc c'est à travers cet arrêt-là que nous,
nos membres se sont rendus compte et on a eu à faire une réunion. Et c'est au cours de cette réunion-là, on était en réunion jusqu'à 1h passée. Hein. Donc c'est au cours de cette réunion que nous avons décidé, toutes les associations dont les présidents ont participé à cette réunion ont décidé à ce que des structures de lutte contre la corruption soient saisies. Et certains sont allés jusqu'à dire de saisir même, si possible, l'OCLEI, parce qu'il y a aussi des faits d'enrichissement illicite. Donc, voilà la raison qui nous a poussé à finalement porter à la connaissance du bureau du vérificateur général de la section des comptes de la Cour suprême. Et ces faits-là, ces faits ne sont autres que, comment dirais-je, la perception d'indemnités injustifiées pour certains. Et pour d'autres, des indemnités élevées. Mais les deux parties, finalement, sont parvenus à la conclusion qu'ils n'ont pas les droits et n'ont pas la qualité, malheureusement, de percevoir ces indemnités. Ils ne sont pas des députés, c'est des nommés. C'est des gens qui, comme Bourema l'a dit, on les a menés au CNT par affinité, par relation. D'autres ont même ont entendu sur les radios qu'ils sont nommés sans même être informés. Personne ne les a dit que bon, on va les nommer au CNT. Et ils ont eu à dénoncer cela. Donc, nous osons croire que les bureaux du vérificateur général, la section des comptes, qui sont des structures dédiées pour la gestion des finances publiques, nous donnerons une suite favorable. Nous dira que oui, il y a eu perception illégale et que les auteurs soient sévèrement punis. Merci beaucoup, Bourama. Vous avez sûrement des questions. D'accord. Vous êtes, comme vous l'avez dit, un réseau des associations luttant contre la corruption au Mali. Quel est votre bilan depuis quand vous existez et quel est votre bilan? Merci beaucoup pour cette question. Les réseaux a vu les jours en décembre 2021. Donc, 2021 jusqu'à 2023. Nous n'avons pas eu les récépissés alors que nous en avons fait la demande. C'est le 11 juillet 2023 que nous avons eu les récépissés, la reconnaissance de l'État. Et de cette année à aujourd'hui, mois de mai, nous avons eu au nom du réseau, parce que j'ai eu à dire que au sein du réseau, il y a beaucoup des organisations, dont l'Association malienne de lutte contre la corruption, dont j'étais le président, je suis toujours le président et qui est membre de ces réseaux. Et je vais aussi dire certaines activités menées par l'association. Mais avant, pour ce qui est du réseau, de sa reconnaissance, c'est-à-dire de juillet 2023 aujourd'hui, le réseau a eu à organiser des ateliers de renforcement des capacités. La première activité de renforcement des capacités, c'était avec ONIDC. ONIDC, c'est un partenaire. C'était pour que les membres du réseau, parce que c'est des organisations, maîtrisent un peu les missions des structures de lutte contre la corruption. Il y en a beaucoup au Mali. Bureau du vérificateur, OCLEI, Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, le contrôle général des services publics, qui est sous la tutelle de la primature. Il y a la CENTIF, cellule nationale de traitement des informations. Il y a l'autorité de régulation des marchés publics. J'en oubliais volontiers. Donc, la deuxième, c'était c'est avec la fondation Noman, une fondation allemande. C'était sur les numériques. On s'était dit que les numériques peuvent aussi contribuer à lutter contre la corruption et la délinquance financière. Il y a eu une première phase dans peu de temps, le mois de juillet. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais avec les partenaires en discussion sur cette activité-là qui va se poursuivre. La deuxième phase va commencer sous peu de temps. C'était de faire venir des spécialistes de technologie du numérique
pour leur dire de nous fournir des plateformes digitales qui peuvent au moins se réduire la corruption au Mali. On sait que, bon, au Mali, il y a quelques plateformes. Au niveau du ministère de la Justice, on nous parle de Bingani Kunafoni. Il y a aussi d'autres plateformes, mais c'est leur fiabilité qui pose problème. Donc, maintenant, pour toujours ce qui est du réseau, des actions ont été engagées. Le mois de janvier, je pense, si ma mémoire est bonne, le président de la transition, Assimi Goïta, le colonel, il est sorti pour dire que tout Malien qui a connaissance des faits de corruption, de les saisir, voilà, ou de saisir le ministre de la Justice. Vous savez que nous l'avons saisi. Nous l'avons saisi sur l'affaire des cartes biométriques. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons eu aucune suite de sa part. Qu'est-ce que vous reprochez? Voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. Bon, puisque on a décidé à partir d'aujourd'hui, je vous ai dit qu'on était toute la journée d'aujourd'hui à Réunion, on a décidé de se constituer partie civile. Parce qu'au Mali, les procureurs me suivent, hein, ils peuvent même me poursuivre pour ça. On sait qu'au Mali, les procureurs peuvent ne pas donner de suite à une dénonciation. C'est-à-dire que quand tu fais une dénonciation, il y a l'opportunité, il essaye de voir est-ce qu'il y a lieu d'ouvrir une enquête. Ou pas. Et s'il juge que bon, c'est pas la peine, il met la dénonciation dans les tiroirs. Mais par contre, une plainte, il est obligé. Donc, nous, on va se constituer partie civile dans cette affaire. Dans cette affaire, on nous dit que les cartes biométriques qui ont été données à la veille du référendum sont biométriques. Nous disposons de preuves que malheureusement, ces cartes ne sont pas biométriques. Et c'est ces preuves-là que sous peu de temps, on a eu à donner, parce que quand on a vu que Assimi ne nous répond pas, bon, le pôle économique et financier a été saisi. On a donné quelques preuves au pôle, mais cette fois-ci, on donnera toutes les preuves dont nous disposons au pôle économique à Assimi pour que toute la lumière soit faite. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que ces cartes-là ne sont pas biométriques. Et sous peu, vous les saurez davantage. Et pour ce qui est de l'association malienne de lutte contre la corruption, voilà cette association aussi qui est née en 2015 et à qui on refusait les récépissés, hein, parce qu'à l'époque, c'était le gouverneur Amikan. Elle disait que toutes les associations militantes dans le cadre de la corruption sont des associations politiques. Donc, elle est incompétente. Pour nous donner les récépissés, on est allé au ministère de l'administration. Vous imaginez, le ministère a mis 4 ans avant de nous donner les récépissés. De 2015 à 2020, 5 ans même. C'est en 2020 que nous avons eu les récépissés pour l'association malienne de lutte contre la corruption le mois de mai. Et c'est ce même mois-là que nous avons saisi l'actuel ministre de la Justice, le ministre Kassogué, pour lui dire qu'au niveau des salaires des militaires, il y a d'énormes problèmes, il y a détournement et les primes d'opération des militaires sont également détournées. Et cela m'a fallu l'enlèvement. J'étais enlevé, bastonné. Et l'association a continué à dénoncer des cas de corruption, d'enrichissement illicite. Des colonels, des généraux ont été dénoncés auprès de l'OCLEI et d'autres structures. Et nous allons continuer avec les réseaux, parce qu'avec les réseaux, j'ai oublié, les camarades qui sont en prison, le professeur Clément, il est avec nous. Parce que comme je vous l'avais dit, c'est que des associations. Oui. Clément est avec nous, il y a d'autres organisations plus engagées, telles que Issa Sinayogo, le syndicat, oui, ouais. Ils sont avec nous. Pourquoi ces réseaux? Parce qu'on s'est dit qu'au Mali, il y a beaucoup d'associations qui luttent contre la corruption et que pour être efficace dans l'autre lutte, malgré qu'on n'est pas protégé, il n'y a aucune loi actuellement qui nous protège. On s'est dit qu'il faudra qu'on unisse nos forces. Et c'est la raison de la création de ces réseaux-là. D'accord. On peut savoir, parce que il y a eu beaucoup de débats sur des associations, des ONG et tout. Et aujourd'hui, la question que moi je veux vous poser sur notre plateau ici, comment vous êtes financé? Belle question. D'ailleurs, il y a eu des associations qui ont été dissoutes parce que leurs sources de financement sont obscures.
je citerai l'observateur pour les élections de Sango. On dit que c'est l'Européenne qui les finance. Ça, c'est entre parenthèses. Bon, pour revenir à votre question, nous, nos sources de financement proviennent des cotisations des membres. Puisque je suis sur votre plateau, Entretien Brut, je vais vous dire la réalité sur la vie associative. Peu de membres s'acquittent de leurs cotisations. Les Maliens aiment adhérer à des associations, mais quand tu leur dis de s'acquitter de leurs cotisations, souvent, qui ne coûtent pas cher. Hein? Certaines associations, mensuellement, c'est 1000 francs, 2000 francs, 5000. Les grosses fétières, là, c'est 25 000, 20 000 par mois. Ils ne participent plus à la réunion. Donc, souvent, on est dans l'obligation de ne pas trop exiger les paiements des cotisations. Mais en plus de ça, nous bénéficions souvent de l'accompagnement financier de certains partenaires. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les questions de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption intéressent les partenaires extérieurs, les PTF, la Banque mondiale, l'Union européenne, les ambassades et même quelques fondations. Donc souvent, nous bénéficions de fonds de ces institutions, mais qui ont un œil bien regardant sur l'utilisation de ces fonds. Bon, souvent aussi de certaines structures étatiques qui acceptent de nous financer, de financer une activité, et aussi ils ont les regards sur ça veut dire que vous avez toute transparence aujourd'hui sur les fonds. Bien sûr, parce qu'on se dit quand on lutte contre la corruption, il faudra donner l'exemple. Voilà l'exemple. Cela, vous avez une question pour lui, je pense que... Voilà, exactement. Ça pourrait être la dernière question. Aujourd'hui, on sait que dans toutes choses, il y a des difficultés. Dans votre cas, vous avez été enlevé, bastonné. Moi, je suis témoin de votre, parce que j'ai été alerté, on avait fait des reportages là-dessus et tout. De là, pourquoi vous continuez à militer malgré ces menaces sur vous, sur vos activités? C'est l'engagement d'une vie. Et moi, je me suis dédié à cette noble cause. Vous imaginez, très jeune au lycée, parce que la lutte contre la corruption, moi, c'est à partir de 2008 que j'ai commencé à m'intéresser. Pourquoi 2008? C'est l'année où au Mali, il y a eu les états généraux sur la corruption et la délinquance financière. Des belles recommandations qui sont restées, qui sont jusqu'à ces jours-là dans les tiroirs ont été faites. Vous imaginez, moi, il y a des recommandations. Souvent, quand je parcours les rapports généraux des États généraux sur la corruption de 2008, quand je parcours ces rapports, il y a des recommandations. Quand j'arrive à leur niveau, j'ai les armes. J'ai les larmes aux yeux. On recommande de procéder périodiquement au contrôle physique des agents de l'État et contrôler l'effectif de la fonction publique périodiquement. On dit aussi... À quelle fréquence? Par exemple, chaque 2 ans, chaque 3 ans, c'est que chaque année, ni c'était le problème actuel, chaque année, le concours quand même est organisé, le concours de la fonction publique. Mais on sait que depuis 2012, souvent même les concours de l'ENA, vous voyez, l'ENA, ça fait 2 ans, on n'organise pas le concours de l'ENA. Mais pourquoi? C'est des problèmes d'argent ou quoi? On n'en sait rien. On est dans un pays où on dit que la promotion de la bonne gouvernance est une priorité, mais on ne nous dit pas réellement pourquoi les concours-là ne sont plus régulièrement organisés. Également, dans ces rapports, on dit également qu'il faut traquer les agents publics qui utilisent pendant le week-end les véhicules de l'État. La lutte contre la perruque, l'utilisation des véhicules de l'État. Ibeka l'avait même promis. Voilà. Sous Ibeka, merci Bourema, sous Ibeka, une opération avait été lancée, déclenchée. Mais, vous savez... Ça s'est arrêté en cours. Mais en queue de poisson. Parce que c'était des hauts cadres qui utilisaient samedi et dimanche les véhicules-là pour des histoires de mariage, pour aller au marché, pour des futilités. Alors que
la loi dit clairement qu'en dehors des heures de service, les véhicules là doivent rester. Mais tel n'est pas le cas. Il y en a beaucoup de ces recommandations, malheureusement, qui n'ont pas été appliquées. Donc, c'est à partir de cette année-là que la lutte contre la corruption commence à rentrer dans mon sang. Parce que lors de ces forums, je vais vous donner la parole, lors de ces assises, des experts nous ont fait savoir que le problème du chômage au Mali, c'est la corruption. À l'époque, j'étais un jeune étudiant, je me dis, attention, si c'est à cause de la corruption que moi je n'arrive pas à être magistrat, parce que je suis... Juriste de formation. Voilà, mais il faut la combattre. Et on me dit, attention, que si tu veux combattre la corruption, il faut commencer par assainir la justice. D'ailleurs, quand vous prenez les rapports de Transparency International, c'est la justice qui occupe la première place. La chaîne pénale, quand on dit la chaîne pénale, la justice, la police, la douane, tout ça, c'est eux qui pratiquent la corruption, presque tous les autres. Et on me dit, il faut s'attaquer. Et ceux qui m'ont dit de s'attaquer à la corruption dans la justice m'ont dit de faire attention parce que ces magistrats-là, tu les dénonces, ils vont faire sortir un article et c'est fini. Exactement. D'accord, rapidement. La toute dernière, assez rapidement. Comment vous trouvez les structures étatiques de lutte contre la corruption, leur efficacité? Comment vous les trouvez? Bon, puisqu'il n'y a pas eu une évaluation sur l'efficacité, je vais peut-être donner une réponse personnelle. Hein. S'il y avait eu une évaluation là, je serais beaucoup plus à l'aise de vous entretenir. Personnellement, rapidement. Bon, pour moi, puisque le ministère de la Refondation, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que j'ai eu la chance d'être membre du comité de pilotage de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le Mali ne s'est jamais doté de sa stratégie de lutte contre la corruption. Mais depuis 2021, cette stratégie a été adoptée. Mais la mise en œuvre, comme d'habitude, c'est autre chose. Donc, au sein du ministère de la Refondation, une étude avait été faite sur la rationalisation des structures de lutte contre la corruption et des services publics. Parce que le ministère s'est rendu compte, ils ont dit qu'ils se sont basés sur une recommandation des Assises nationales de la Refondation, que les Maliens, lors de ces assises-là, ont eu à dire qu'il y a beaucoup de structures de lutte contre la corruption, mais pour peu de résultats. Et moi, souvent, je partage l'avis de ces Maliens, parce que quand on voit les milliards qui sont mis à la disposition de ces structures de lutte contre la corruption, pour lutter contre la corruption, ils vont dire que moi, je suis contre leur rémunération. Non, c'est des amis à moi. Mais on sait qu'ils sont très bien payés, mais souvent, les résultats laissent à désirer, hein. Parce que le bureau du vérificateur de par le passé a eu, sous ATT, a eu à remettre des rapports à ATT qui a remis à la justice. La justice a retourné au motif qu'ils ne sont pas des spécialistes des questions financières. Donc, il faudra élaborer un dossier de dénonciation qu'on ne doit pas les envoyer un rapport volumineux où il y a des termes qu'ils ne comprennent pas. Donc, il faut leur élaborer un dossier de dénonciation dessus où on va leur expliquer de façon très simple ce qui est reproché à ces services-là et aussi que la structure qui a eu à auditer ces services-là leur vienne en appui pour mieux comprendre. Et on était resté dans cette affaire pendant des années et durant tous ces temps, résultat zéro. Mais depuis quelques temps, on voit qu'avec la justice et les structures, bon, il y a une bonne coopération. Souvent... il y a un début de changement. Un début de changement. Mais comme il l'a dit, moi, si on me demande mon avis personnel, je pense que, bon... ces structures-là, les résultats vraiment restent à désirer. Hein. Ces structures qui luttent contre la corruption, bon, les résultats dont le peuple
attendez, traîne, tarde à venir. Merci beaucoup, téléspectateurs de Vendée TV. Nous sommes avec Moussa Ousmane Touré. Il est juriste de formation, on a pu le voir ici. Il est président du réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Monsieur Touré, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Fadima. Merci également, Brema. Brema, on se dit à la prochaine. Inch'Allah, ici même sur Mandé TV. On fait un coucou à la diaspora, qu'elle soit au niveau de l'Afrique ou de l'Occident ou même au-delà, derrière l'océan, en tout cas c'est sûr. On se dit à la prochaine et j'espère que ce plateau a été un entretien brut comme vous l'aimez bien. On se dit à la prochaine. Et restez sur les ondes de Mandé TV, allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali.